projet Sans fleurs de lotus qui collecte des récits de vie filmés des Tétiou du Cambodge. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de deuxième génération de Cambodgiennes de France et votre quête identitaire et votre cheminement artistique? Je vais commencer par remercier pour l'invitation de ce soir. Je n'ai pas, comme vous allez vous en apercevoir, les talents oratoires de Stewart, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, contrairement à Jean-Baptiste, moi j'ai jamais très bien gagné ma vie. J'ai pas eu une rupture, mais pareillement à lui, j'ai eu beaucoup de crises qui ont amené mon travail à passer du Cambodge à autre chose, et puis à revenir au Cambodge et à passer à autre chose, et à revenir encore au Cambodge. Donc ce film-là, ça fait 10 ans que je l'ai fait, et c'était en 10 ans aussi. Donc c'était en 2008 que j'ai commencé à tourner, et en 2001, j'ai commencé, donc 7 ans avant, je commençais à partir pour la première fois. J'avais une vingtaine d'années, j'étais à Sciences Po, et en fait, on avait l'occasion en deuxième année de partir en voyage pour Erasmus et pour travailler. J'ai choisi un stage en ONG au Cambodge, et en fait, ma famille a essayé de me retenir vraiment très fort, ils m'ont attachée presque, mais c'était impossible, c'était une évidence. Je devais y aller et il n'y avait aucune explication. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout les mots, ni la poésie, ni le psy qu'il fallait pour m'aider à poser des mots là-dessus. C'est-à-dire une quête des origines, mais des origines qui sont un peu troubles. Et c'est là que je vais parler un tout petit peu de cette minorité sino-cambodgienne, parce qu'en fait, on est nombreux à en être issus. Dans la mesure où en fait, d'une part parce que c'était une minorité qui était au Cambodge commerçante, donc des plus favorisées, donc c'est aussi pour ça qu'elle a pu partir, ou rejoindre de la famille qui était partie après la guerre. Et deuxièmement, parce que c'était une minorité, donc stigmatisée d'autant plus. Ils devaient taire aussi qu'ils étaient chinois. Donc on dit Tétiou parce que c'est un dialecte des communautés, et c'est juste pour faire un point parce que parfois on ne sait pas trop, on dit chinois, mais en fait c'est chinois cambodgien, et en fait il y en a qui disent qu'ils sont cambodgiens, il y en a qui disent qu'ils sont chinois. Donc c'est encore plus trouble, mais ça, je pense que la mémoire et le travail de réappropriation, de vivre dans sa trajectoire et de ce sentiment qu'il y a eu un chaos à un moment dans la vie de nos parents, qu'il n'y a pas eu de récit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de consolation. Ma thèse s'appelle « Le cinéma peut-il nous consoler ?» C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réparation par les mots, donc ça reste un chaos, ça reste un vide. Et en fait, la deuxième génération qu'on représente aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est ceux qui sont arrivés en 75, donc notre génération, elle a entre 25 et 40. Mais en gros, c'est aujourd'hui qu'on peut arriver à faire des choses et à s'exprimer, et à trouver nos propres mots et tout ça. Parce que moi, quand j'ai fait ce film il y a 10 ans, en fait, c'était quasiment la première fois que chacun avait parlé, sauf Soven, Tamay, même ma mère. Et il y a 10 ans, vraiment, je sais pas, il y avait encore plus de chartes et de tabous. Mais je pense, en fait, ça c'est une explication qui peut être tout scientifique, peut-être, mais parce qu'on était encore trop jeunes et qu'on devait aussi nous-mêmes nous construire dans la vie. Donc je pense que les parents étaient d'une part fragilisés, parce qu'ils n'étaient pas encore proches de la retraite comme ils le sont aujourd'hui. Donc ils avaient encore des choses à se prouver, à survivre, ils devaient aussi faire en sorte que leurs enfants aient une belle vie, un bel avenir. Et je pense qu'aujourd'hui,
de ne pas avoir honte de cette histoire. Parce que je pense que ce chaos est lié à une honte, dans le sens où c'est un auto-génocide. C'est cambodgien contre les Cambodgiens. Donc c'est quelque chose d'assez incompréhensible pour le cerveau humain, quelle que soit la région du monde central. Non, je crois qu'on va prendre les questions du public parce qu'on a un petit problème de timing. Donc, on va prendre les questions du public. Si vous... Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une question? On va vous passer un micro. On va prendre plusieurs questions et ensuite les intervenants vont vous répondre. Soyez pas timide. Madame. Oui, voilà, je voulais juste revenir sur la phrase que vous avez dit sur les parents qui ont pu avoir honte de la histoire. Moi, je ne pense pas que ce soit par honte. Je pense qu'on n'a pas le temps. Enfin, moi, j'ai vécu ma beau, j'ai des enfants. Je pense que nous, les parents, on est... comment on dit ça? On est amené à travailler. Oui, madame. Voilà, bonsoir, c'est Sophie. En fait, on est arrivé en France avec nos histoires, avec ce qui s'est passé au Cambodge. On a notre vie à construire, on a fait nos enfants. Et comme on a dit très bien, c'est vrai qu'on est amené à travailler, à construire notre vie. Et c'est pas le fait d'avoir honte de ne pas parler à nos enfants de cette histoire de nos origines. Mais c'est surtout, il faut passer autre à la fois, il faut travailler, il faut les aider à grandir. Et le temps manquait pour expliquer, pour transmettre. Et effectivement, c'est en vieillissant qu'on commence à penser, peut-être, voilà, il faut en parler justement pour que l'histoire, pour que la mémoire plus se fasse. Et il faut dire aussi que beaucoup de gens n'ont pas pu avoir d'aide psychologique ou autre, nous les victimes des Cambodge, pour pouvoir avancer plus sereinement dans la vie. C'est peut-être pour ça que vos parents n'ont pas pu parler, comme moi je n'ai pas pu tout raconter à mes enfants. Merci madame. Merci. Vous avez une question, un témoignage à apporter aussi? Merci mademoiselle. Juste ici. Levez la main et vous levez s'il vous plaît, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cet événement. Je m'appelle Adèle, du coup je suis un peu plus jeune que vous, j'ai 22 ans. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la question de la réappropriation de la mémoire. Parce que moi justement, je me suis beaucoup intéressée dans ma crise d'adolescence à cette histoire-là. Et j'ai eu l'impression justement que c'était une vraie réappropriation qui m'a été juste parce qu'il y avait une vraie solitude en fait dans la recherche. Et justement, ce que vous avez dit, Jenny, sur le fait que les parents commençaient à en parler tard, du coup, moi je suis plus jeune que vous et moi, contrairement à vous, j'ai pas de caméra qui apporterait la force de questionner. Il y a toute cette pudeur par rapport à ce qui s'est passé. Donc j'aimerais bien savoir ce qui a pu déclencher un vrai dialogue et un vrai échauffement sans tabou
avait dit par rapport à la transmission des parents. Moi, je suis en fait issue de la deuxième génération, donc je suis arrivée en France. J'avais 6 ans, je devais tout de suite m'intégrer. Je devais rentrer en CP, il fallait tout de suite s'approprier un petit peu l'école de la France et puis s'adapter au plus vite. Donc moi, je ne comprenais pas comment passer à des choses. Il y a eu un problème de la couche, j'avais l'habitude d'être dénudée, et puis on me mettait une couche, je ne comprenais pas comment on mettait une couche. Et voilà, ce qui m'a marqué, c'est parce que je sais qu'à côté de chez moi, ils faisaient des travaux. Et ce jour-là, la grue est tombée, ça a fait un boucan, mais ça nous a tous choqués, on a eu très très peur. Donc le premier réflexe qu'a eu ma mère, c'est de l'attraper moi et mon petit frère, parce que les 2 autres étaient planés. Elle nous a attrapés et elle s'est cachée sous la table. Et ma mère était tellement traumatisée qu'elle a attendu mon père rentrer le soir. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu fais sous la table? Il y a eu les bombardements, elle était tellement, elle avait peur que justement ces bombardements l'avaient suivi jusqu'en France. Je me disais non mais c'est là que, jeune enfant, j'avais compris qu'il fallait que, on savait quelque part qu'il y avait une espèce de distance par rapport à ça. C'est là que plus tard, j'avais compris que ma mère, elle n'était pas prête. Non pas parce qu'ils n'avaient pas le temps, c'est parce que la blessure, elle était encore ouverte. Là, elle a commencé à se sentir en sécurité. Elle s'est dit, bah non, c'est loin derrière moi, c'est fini. Donc, et moi, j'ai des petits-enfants, mon mari, c'est pas du tout un Cambodgien, il est de la Martinique. Elle s'est dit, voilà, l'ouverture d'esprit, elle est ici. Je suis maintenant en sécurité et j'ai le devoir de transmettre. Par contre, elle m'a élevée comme un soldat, donc ça a été un petit peu compliqué. Elle a eu une éducation très très dure et moi j'ai pas osé poser des questions. C'est pour ça que je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Jean-Baptiste sur ce besoin primaire, un besoin primaire, une espèce de crise d'identité, parce que moi quand j'allais à l'école, j'avais plus l'impression d'avoir le même cerveau. Ah, t'es une asiatique, vous êtes tous pareils, vous avez le même cerveau en fait, vous réfléchissez tous pareil, vous êtes. On nous voyait avec ces stéréotypes, voilà, les usines, vous faites que ça, couture, et voilà, et j'ai pas osé lui poser cette question. Voilà. Donc tout ça pour vous dire bravo en tout cas, parce que vous avez réussi à réconcilier, si vous voulez, cette envie de cette quête d'identité et à apporter des réponses à ceux qui les cherchaient. Mais sachez que pour avoir discuté avec les anciens, c'est vraiment une blessure très profonde et ils étaient tous simplement pas prêts à en parler. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Franchement, ça me touche beaucoup, j'en ai les larmes aux yeux. Et du coup, on va prendre des questions parce qu'on est pressé par le temps. Je suis vraiment désolée, j'aimerais que ça dure éternellement. Mais... Alors, je pense qu'en fait, il y a un déclic qui doit venir, je pense, de vous-même en fait. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut peut-être pas laisser le choix à vos parents. Il faut leur poser des questions, tout simplement. Et en fait, même s'ils vont être un peu rétifs d'expérience, en fait, ça va leur faire du bien à la fin. Et ça peut paraître artificiel ou un peu forcé, mais je pense que moi, c'est parce que je me posais beaucoup de questions sur beaucoup de choses, mais du coup, et comme j'avais pas tellement peur du conflit, j'avais envie de partir chez moi, j'attendais qu'ils me mettent à la porte aussi, donc c'était pas très grave en fait. Mais le seul conseil, c'est de demander en fait. Je peux apporter aussi un témoignage par rapport à cette question. En ce qui me concerne, en fait, moi, c'était pas avec la caméra, c'était avec l'écriture et le théâtre. Mais quand le silence est quelque chose qui est instauré, c'est quand même difficile lorsqu'on a grandi comme ça du jour au lendemain de dire maintenant, papa, c'est toi, j'ai des questions à poser. Et donc voilà, c'est presque une habitude de ne pas parler. Donc c'est quand même compliqué. Enfin, je peux entendre qu'à un moment on peut essayer de forcer les choses, mais moi, je dirais que les choses peuvent aussi se faire par détournement et à rebours. En fait, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai écrit cette pièce, toujours avec plein de zones d'ombre par rapport à l'histoire de mes parents, donc j'ai essayé de reconstituer ça à travers un
cheminement artistique, des recherches personnelles, etc. Ça a donné cet objet, il y a eu cette pièce, on a eu le deuxième. Et c'est seulement, je crois, 3-4 ans après qu'un jour mon père m'a tout déballé comme ça, sans que je lui demande rien du tout. Et en fait, je pense que c'est aussi, tu vois, on appelle ça mise en mouvement, qui fait qu'à un moment, peut-être les parents perçoivent qu'il y a une ouverture et la possibilité de le faire. Oui, je vais rebondir aussi là-dessus. Moi, c'est vrai que la réappropriation de la mémoire et de cette histoire, c'est parti aussi par une démarche personnelle de me dire, bon, allons au Cambodge, allons voir, et on verra ce qui se passe. Et en fait, en allant là-bas, en découvrant les gens, en découvrant l'atmosphère, en découvrant mon Cambodge à moi, je me suis réapproprié cette histoire-là, mais par un biais personnel. C'est-à-dire que j'ai pioché par-ci, par-là ce que j'avais envie, j'ai mis de côté ce que je ne comprenais pas trop, et petit à petit, j'ai pu repartager aussi avec mes parents, avec mon père notamment, qui lui avait vécu un autre Cambodge, et en y retournant ensemble après, on a partagé nos différentes visions, parce que c'est vrai que le Cambodge, mon Cambodge, c'est pas le sien. Et du coup, cette appropriation-là est revenue après, au fur et à mesure, en partageant des choses en commun, en redécouvrant des choses en commun, et c'est là où tout se trouve. C'est que d'un coup, on partage nos points de vue, on partage nos générations, et après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on a la richesse aussi de pouvoir avoir cette culture française, cambodgienne, et c'est à nous de venir piocher ce qui est intéressant et de construire notre propre identité au fur et à mesure. Donc, bon courage. Je vais rebondir sur ce que disait Mathieu. Quand je disais tout à l'heure que se réapproprier, c'était se recréer quelque chose, c'était recréer quelque chose de nouveau. J'entendais par là ce que tu dis très bien, c'est-à-dire que bon, la mémoire, c'est pas l'histoire, et que la mémoire, c'est ce que l'on interprète de ce qu'on nous donne. Et il n'y a pas de devoir ni d'une génération ni de l'autre, de soit dire ou de l'autre d'aller demander. C'est des choses qui se font naturellement ou qui ne se font pas. Et comme je disais, c'est un parcours. Et il y a des parcours infinis, finalement. La deuxième chose, c'est que le silence, c'est pas l'absence. Je pense qu'il y a des silences qui veulent dire beaucoup, et il y a une transmission qui se passe avant tout silencieusement. On parlait tout à l'heure de ces tableaux d'encore, de ces rituels qu'on a intériorisés, etc. Je pense que la première mémoire que l'on nous a transmise, elle passe par là. Et ça, c'est très silencieux. C'est des choses que vous voyez depuis que vous êtes jeune, sans forcément en parler avec vos parents. Donc, je termine aussi sur le fait de est-ce que les parents, comment les parents peuvent ou comment ne peuvent pas parler. Je pense que la transmission, c'est aussi un espace de communication. C'est-à-dire que pour communiquer, quand vous parlez à quelqu'un, il faut que la personne que vous avez en face comprenne ce que vous dites. Que si vous parlez à quelqu'un avec votre propre langue, avec votre propre construction, qui est complètement différente de la personne qui vous adressez, la personne qui va recevoir le discours ne va rien comprendre. Donc il n'y a pas ni de honte, ni d'abord qu'il peut y avoir, il y a la souffrance, mais il y a surtout une incapacité à dire des choses qui sont indicibles. J'ai un franco-père qui me disait un jour, mais alors il y en a un qui me disait, ma mère m'a toujours raconté depuis que je suis gamin, et moi j'ai jamais rien compris. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment à 7 ans, je pouvais être en mesure d'entendre des récits de guerre parfois très durs. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais moi mes parents ont commencé à parler plus tard. Mais si vous regardez bien, ils commencent à parler quand vous créez un espace avec eux qui leur permet de parler. La caméra, le biais artistique, il permet ça aussi. Et il permet de construire un espace de dialogue et de communication. Il y a beaucoup je l'avais par là, il y a beaucoup de franco-pères aussi qui me disent, mais bon, ils ont commencé à parler quand on a vu un reportage à la télé, au moment du Nouvel An, après un moment en famille. Il y a toujours un moment où on doit recréer un espace pour pouvoir parler. Je pense que ça, c'est
été prisonniers de guerre en 1975. Ils sont arrivés en France à Paris à Créteil en 1977 et donc ils ont connu toutes les horreurs. Moi, ma question aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, comme vous évoquez la question de la mémoire, pourquoi est-ce que on ne demanderait pas à Paul-Monique Monigny-Sihanouk, qui est la femme du roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, pour répondre à ces questions sur son implication dans la guerre du Vietnam en tant que Viet Cong et en tant que Khmer Rouge. Nous avons des photos à ce sujet, et pourquoi est-ce que la justice ne demande pas la vérité, et pourquoi la justice ne demande pas qu'elle apporte une réponse au peuple Khmer du Cambodge et qui vit à l'étranger comme vous aujourd'hui et moi. Merci. Je vais essayer d'être très bref. Je suis d'origine cambodgienne, née en France. Ma mère elle a vécu les Khmer Rouges. Et elle a souffert toute sa vie. Excusez-moi. Et du coup, je lui en voulais en fait. Enfin, qu'elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle ressentait. Et j'ai vécu avec ce fardeau jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, elle n'avait pas la force de me raconter ce qui lui arrivait parce que c'était trop horrible. L'année dernière, je suis retourné au Cambodge. Je suis allé où j'étais petit, j'étais trop jeune. Et ma famille là-bas m'a expliqué ce qu'elle a vécu. Et j'ai fait merde, c'est pas possible. Mais pourquoi elle ne l'a pas dit? Pourquoi? J'aurais compris. Je suis son fils après tout, son seul fils. Et depuis, j'essaie de m'impliquer le plus possible dans tous les événements cambodgiens parce que avant j'avais honte en fait. J'avais honte à l'école, j'ai vécu les moqueries. Et maintenant, en fait, le fait de m'impliquer plus dans le Cambodge, c'est essayer de découvrir plus ma mère et dans un sens pouvoir l'aider en fait. Ma question elle est très très simple. Je pense que aujourd'hui, il y a peut-être des familles où les aînés qui ont vécu ça ont une souffrance intérieure. Certains arrivent à vivre avec, à avoir une vie. D'autres ont essayé d'avoir une vie. Ma mère elle a réussi sa vie, elle m'a eu. Et aujourd'hui, écoutez, ça fait 4 ans qu'elle ne travaille plus. Elle est à la maison, elle est quasiment handicapée. Et moi, j'aimerais tellement l'aider, je ne sais même pas quoi faire. Et ma question est très simple, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si ça existe déjà, des témoignages qui essaient de montrer tout ça, cette souffrance. C'est bien, mais je trouve, je ne sais pas, peut-être que je parle, je ne sais même pas en fait s'il existe des groupes de parole, des assos, pour des personnes qui, comme ma mère, puissent peut-être en parler un peu plus et se sentir moins seules. Parce que par exemple, nous on a une famille, bien sûr ils savent qu'a vécu ma mère, mais même en voulant l'aider, pas vraiment en fait. Parce qu'on a tous nos vies personnelles et voilà, ça s'oublie. Et ma mère, écoutez, elle est encore là, elle est encore vivante et j'ai envie de faire quelque chose pour l'aider concrètement. Et là aujourd'hui, je me sens impuissant. Les dernières choses, je vais arrêter, je parle trop. Je voudrais remercier vous tous d'avoir eu cet événement qui m'a permis d'inviter mes amis, qui sont aussi ma famille au final, parce que du coup avec ma famille c'est assez compliqué de pouvoir leur faire comprendre ce que j'ai vécu, ce que mes parents ont vécu. Voilà, merci. Merci beaucoup. Madame, vous m'avez donné une réponse. Dans le micro. Allez dans le micro, madame. Oui, bonsoir, je suis aussi cambodgienne. Voilà, chacun a une résilience, chacun a son parcours personnel. Et j'ai créé une association Agir pour soulager la douleur. Et je sens que vous êtes en souffrance. Ça me touche énormément. Pour aider votre mère, avant tout, c'est quand même aider vous. D'accord? Donc, le
chemin parcouru, si vous allez bien, votre mère ira bien aussi. Donc on pourra parler si vous voulez. Bonsoir, je vous remercie pour le travail que vous avez réalisé. Moi, ma question est assez simple. Je voulais savoir comment avez réagi ou accueilli en tout cas votre entourage, le travail que vous avez fait sur la mémoire, etc. Et ceux qui sont justement, qui ne connaissaient pas forcément, mais qui sont en Cambodge aujourd'hui. Qui sont en Cambodge, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté, c'est content, c'est sûr que... Après, comment ça a été perçu là-bas, je pense que... En fait, là j'ai senti que la caméra aussi a aidé à libérer la parole et qu'il y avait un moment où il y a eu un besoin de la libérer. C'est vrai que moi je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué finalement. Mais à partir du moment où j'ai commencé à poser la caméra et à mettre en place un dispositif de cinéma, de filmer, etc., la parole s'est libérée, ça partait, ça sortait, il y avait besoin de parler de cette histoire, de la valoriser, et je pense que c'est important que notre génération prenne les choses en main à ce niveau-là, parce que comme vous disiez, c'est difficile, les anciens, c'est dur d'en parler, c'est souvent en allant faire une démarche vers eux, en allant faire un pas vers eux, et en se rendant, enfin que eux se rendent compte que finalement il y a un intérêt à parler, et d'un coup la parole se libère facilement. C'est dur, il y a des tabous, il y a des choses à passer, il y a des murs à casser, mais une fois que c'est lancé, ça déroule en flot. Et je pense que c'est aussi notre devoir à nous, notre génération, de remettre en valeur l'histoire de nos aînés et de pouvoir la partager au plus grand nombre, parce que justement, on a cette distanciation. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte aussi en faisant les films, c'est qu'en venant d'une génération en plus, c'est-à-dire que n'étant pas mon père, j'avais la légitimité de poser certaines questions un peu naïves, peut-être un peu rentre-dedans des fois, parce que j'étais pas directement concerné. Et du coup, les gens ont beaucoup plus de facilité à parler, et c'est pour ça que je pense que c'est important de faire ce travail aujourd'hui et que les jeunes générations, nos générations, s'emparent de cette histoire pour pouvoir la transmettre, parce qu'avant c'était pas possible, effectivement. Moi, ça a été un peu compliqué avec ma mère, parce qu'en fait, c'était pas un grand film à la base, et finalement, il est passé sur France O. Et du coup, il y a plein de gens qui sont commerçants en 13e qui m'ont interpellé dans la rue. Et en fait, avant, je n'aurais jamais passé cet extrait, parce qu'en fait, c'était vraiment pour ça qu'elle voulait plus me parler à un moment. Et aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps, et puis aujourd'hui, ça s'est vraiment libéré, c'est vraiment... Et donc, il y a 10 ans, ma mère a accepté de faire du curry et de me parler, mais elle ne savait pas hyper bien ce que c'était. Et mon père faisait rien, et là, aujourd'hui, pour les témoignages sino-cambodgiens, dont le principe est un enfant avec un parent, pour voir qu'est-ce qui se joue dans la transmission et les questions que se fait se poser l'enfant, c'est ça le principe de mes entretiens, que je fais avec l'aide de Christine, que je tiens à remercier pour aussi l'organisation avec l'amicale, pour finir, l'amicale des Téchou qui a organisé. Donc si vous voulez nous contacter, donc faites plutôt sino-cambodgien, parce que c'est aussi sur la mémoire chinoise cambodgienne, vous pouvez, on a l'entrée, c'est un petit aparté. Et pour répondre sur Monique, effectivement, Sihanouk, effectivement, en fait, je veux juste donner une toute petite sensation, c'est pas un cours scientifique non plus, c'est qu'en fait, on peut pleurer ensemble. Effectivement, on peut faire des groupes thérapeutiques pour pleurer ensemble, mais en fait, ces larmes contiennent beaucoup de colère, en fait. Et donc, c'est ce que Diti Huberman, le philosophe, appelle dans son livre nomme passer de la plainte sur soi à porter plainte, en fait. Quand on pleure collectivement, c'est pour dire qu'on est en colère, en fait. Et ensemble, si on est en colère, on pourrait être un peu plus fort pour porter plainte à quelqu'un. C'est comme ça que les mouvements de l'histoire arrivent à un moment à faire justice sur des choses. On commence par pleurer ensemble et puis après on y va. On y va, on va au tribunal, on va un peu plus loin pour que en fait, justice soit faite. Voilà,
Et juste, c'est comme un enterrement en fait. Ce qui est difficile, je pense aussi, pour se réapproprier de cette histoire, c'est qu'en fait, c'est comme dans un enterrement, c'est qu'il y en a toujours un qui pleure plus fort que l'autre, parce que c'était le chouchou du grand-père et tout ça. Et effectivement, quand on fait un film, on devient le dépositaire de cette mémoire et on est celui qui fouille un peu la merde, celui qui en fait va être le chouchou aussi, même s'il n'est pas trop aimé, parce qu'en fait, il garde l'histoire. Il y en a toujours un dans une famille. Donc si c'est vous, faites ce travail-là. Sinon, laissez-le à vos frères et sœurs, parce que c'est pas un cadeau non plus. et voilà, ce que je veux dire, c'est que l'intimité, parce que c'est des sensations très intimes, parce que c'est difficile de poser des mots sur qu'est-ce que c'est en fait, et des fois ça va par les mots, qu'est-ce que c'est cette identité troublée, pourquoi j'ai de la colère, pourquoi en fait il y a des choses qui n'ont jamais été en fait réparées, puisque ça ne se répare pas, la perte des gens, trop de choses, la perte de trop de choses, des hommes, mais aussi de culture. Voilà, portons plainte ensemble, si vous voulez bien. Non, je pense que ce soir, on a, peut-être pour apaiser tout ça, mais on a revendiqué le regard des vivants. Et qu'on n'est peut-être plus que des survivants, on est aussi des vivants. On prend un livre de Richard Echman, ça, des vivantes. Et que finalement, cette seconde génération, pour revenir à elle, par rapport aux questions qui viennent d'être posées, peut-être qu'elle a effectivement ce travail de créer un espace d'échange, un nouvel espace d'échange, pour se réapproprier, pour créer un nouveau, et puis ensuite, pour dans 10-15 ans, peut-être aussi à leur tour transmettre. Je pense que ce que l'on a essayé de montrer ce soir, modestement à notre échelle, c'est qu'il y avait une capacité de créer à partir de toutes ces souffrances, et je voudrais vraiment rappeler que la créativité, c'est pas simplement le biais artistique. On est tous créatifs dans nos vies, parce que c'est une construction de soi à la mémoire, c'est un parcours, c'est une expérience du temps, et c'est une construction de soi qui ne vise absolument pas la maîtrise du passé, la maîtrise d'une histoire, mais qui vise la maîtrise d'un présent, c'est-à-dire le nôtre, franco-cambodgien, avec nos parents cambodgiens, avec nos futurs, je l'espère, enfants franco-cambodgiens aussi, sinon, père franco-sino-cambodgien, je peux aller. Donc cette question, je pense qu'elle est dans le présent. Et donc, pour conclure en 2-3 mots, j'espère que ce soir, ça a été un espace parmi d'autres. Et je suis heureux que beaucoup de personnes se soient déplacées, qu'un certain nombre aient pu parler, parce que je pense qu'on a créé un espace, cet espace de transmission et de communication. Et j'espère, très modestement, avoir, avec les personnes qui ont organisé tout ça, l'espoir que des franco-cambodgiens, des franco-cambodgiennes et autres, parce que je pense qu'il y a une part universelle dans tout ça, ressortent de cette salle avec peut-être le sentiment d'en avoir un peu appris sur eux-mêmes. Merci. Alors je conclurai également par rapport à votre question, votre remarque, comment c'est perçu totalement au Cambodge, et pour aussi boucler sur la question initiale de l'apaisement. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vis au Cambodge, ça fait 1 an, et vous avez vu dans le film, il y a 1 an, on a acheté le film, je suis en train de faire le carton pour partir au Cambodge. Voilà, 1 an plus tard, je suis ici à ramener un peu du Cambodge à Paris. Et c'est un petit peu ça aussi, j'ai l'impression, cet équilibre. Pour moi, c'est un petit peu trouver de l'aisance dans l'inconfort, dans le déséquilibre. Et c'est jongler entre les deux, tout en ayant pour moi conscience, pleinement conscience que je ne serai jamais totalement ni de l'un ni de l'autre, mais c'est pas grave, je fais avec, et je m'en sens, j'ai l'impression, plutôt bien, et je vis bien. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec cette soirée aujourd'hui, avec tout le festival qu'on a organisé, qui s'appelle Cambodge d'hier aujourd'hui. Peut-être un certain nombre d'entre vous étaient là dans les différentes manifestations qu'il y a eu les 3 dernières semaines, notamment à la pagode de Vincennes, organisée par Samaki Kokman, le BCK qui a organisé à Saint-Perclou, la Philharmonie de Paris où il y a eu
Belay Royal qui s'est produit, Ritibal qui a fait une œuvre symphonique avec la Guyane. Aujourd'hui, avec la mécanique et la mène du 13e qu'on remercie. Et ça continue, je voulais vraiment dire, voilà, on parle de ces espaces d'échange et de création, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'était aussi engager un dialogue, engager un contact, aller vraiment les uns vers les autres, se reconnecter peut-être pour certains, ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, c'est ce qu'on espère. On espère aussi qu'il y aura de nouvelles éditions de ce festival-là, mais pas seulement, souvent parler de la créativité, et puis peut-être que un certain nombre d'entre vous ont été frustrés de certaines choses, ont envie d'autres choses qui ne sont pas passées ce soir, mais je pense que c'est l'occasion pour vous de se saisir de ça et d'aller vous-même créer vos propres événements, vos propres festivals, vos propres films, vos propres histoires, et voilà, à votre tour de continuer cette démarche-là. En tout cas, encore demain, ça continue au musée Guimet, à 14h, on va avoir une projection de court-métrage de la jeune génération cambodgienne, 4 courts-métrages. On va pouvoir entendre ce qu'a la jeunesse cambodgienne à dire. Le soir à 20h, un Guimet Mix, où un DJ d'origine franco-cambodgienne va mixer des sons électro avec des sons d'archives de la banque sonore du musée Guimet. Et on finira dimanche à Logne avec une journée consacrée au rock des années 60-70. On va avoir un film documentaire qui va parler de cette histoire qu'on a abordée ce soir, justement l'avant-Khmer Rouge et l'après à travers la musique du rock, avec également Sauce Aveugle, on l'a vu tout à l'heure dans l'extrait du film de Jenny, qui va intervenir pour parler de cette époque-là et finir en concert et en musique. Merci et bonne soirée. Je vous remercie de vous écouter, si vous voulez le rejoindre. Et la compagnie J'ai une annonce à vous faire, c'est qu'effectivement, ce soir, j'ai la bonne nouvelle que vous ne partirez pas les mains vides. On avait préparé un gentil cocktail pour vous ce soir, effectivement, mais par mesure de sécurité, on doit quitter les lieux à 21h. Il est déjà 21h. Donc, quand tout le monde partirez, vous ne partirez pas par là, vous partirez par la porte de droite qui est au fond. Et vous, avec vos mains, vous allez effectivement prendre un souvenir de notre part, qu'il soit des chips, des tomates, etc. Aidez-nous à vider la salle en 2 minutes.